merci beaucoup, merci beaucoup Baptiste pour la présentation. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe organisatrice du séminaire. Aussi remercier Jérôme Guibert, mon co-directeur, ici présent, même s'il est dans le train, et vous remercier, vous toutes et tous, de m'accorder votre attention. Du coup, aujourd'hui, oui, je vais vous parler du public des concerts de métal. Et ce projet qui s'insère dans ma thèse que Baptiste a présentée. Alors pour vous présenter très rapidement mon projet de thèse, je travaille sur la musique métal, mais par le prisme des études théâtrales. C'est-à-dire que j'étudie les concerts en tant que spectacle doté d'une dramaturgie, c'est-à-dire d'un système qui agence et qui structure le concert pour en faire quelque chose de plus qu'une performance qui serait strictement musicale. Et ce sujet, il m'est venu vraiment sous la forme un peu d'une intuition en tant que très jeune spectateur de concert. Et dans mon parcours de métalleux et de chercheur, j'ai souvent vu revenir cette idée que le métal, ça serait une musique qui serait très théâtrale. Il y aurait une spectacularité du métal, et ça serait un peu de l'ordre de l'évidence. Tout le monde en parle, les artistes, les fans, les critiques, mais personne prend vraiment le temps de définir de quoi il s'agit. Et en commençant mes recherches, j'ai remarqué que cette spectacularité, elle est très largement admise, mais effectivement, il n'y a aucun consensus sur ce que ça désigne précisément. Et de plus, les performances métal n'ont à ce jour pas encore été étudiées dramaturgiquement, c'est-à-dire spécifiquement en tant que spectacle. Et c'est là l'objectif de ma thèse, retracer l'histoire du métal par la dramaturgie. Euh, alors, avec un tel sujet, il y a plusieurs éléments qui retiennent immédiatement l'attention. On peut tout de suite penser, bien sûr, aux personas qui sont incarnés par les artistes, notamment quand elles sont appuyées par des costumes, du maquillage, des masques ou encore par la scénographie. On peut aussi penser aux albums concept et leur dramaturgie interne avec des trames narratives. Et il s'agit d'autant de sujets cruciaux sur lesquels je compte travailler dans ma thèse, que j'entame tout juste donc. Mais c'est pas ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler des corps qui sont sur scène, mais plutôt de ceux qui sont en face, ceux du public. Euh, et si je fais ce choix aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mon travail, c'est parce que je pense que une des spécificités de la dramaturgie métal, c'est sans doute pas les personas, parce que finalement, on peut retrouver ça pas mal aussi dans le rock, le glam rock, on peut penser à David Bowie ou encore dans le rap. Mais tout ça, donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le métal et ailleurs. Là où il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une spécificité métal, c'est peut-être dans ce rapport tumultueux entre la scène et la salle, avec son énergie si caractéristique de la fosse, du pit en anglais. Et comme problématique générale de cette communication, je vous propose donc qu'on réfléchisse à la dramaturgie des concerts de métal et du rôle du public dans cette dramaturgie. Mon hypothèse centrale que je vais essayer de vous présenter un petit peu dans cette communication, c'est que le public, il se contente pas d'assister passivement au concert, mais qu'il y participe activement et qu'il participe activement au spectacle. Euh, alors, pour commencer, je vous propose qu'on commence de manière très très simple par regarder concrètement ce que font les métalleuses et les métalleux lors des concerts. Et pour ça, j'ai prévu deux petits extraits de concerts. Alors, c'est des extraits du groupe, des concerts du groupe Avatar. Vous avez une petite photo du groupe ici. C'est un groupe de death metal mélodique suédois, ou en tout cas, ça c'est un peu l'étiquette qui leur est collée souvent. Dans les faits, ça se rapproche plus de heavy metal au fur et à mesure de leur carrière. Ils reviennent un petit peu à des racines heavy traditionnelles. C'est un groupe qui fait partie de mon corpus de thèse et aussi que j'ai étudié dans le cadre de mon mémoire de master, où j'ai fait un mémoire qui était centré uniquement sur ce groupe. Donc tous les extraits que je vais vous passer dans ma communication viennent d'Avatar, parce que j'avais des extraits déjà tout prêts, donc ça me semblait pratique. Alors donc les deux extraits que je vais vous montrer, le premier c'est une captation professionnelle du concert d'Avatar le 1er août 2019 au festival Poland Rock. Et le deuxième, c'est une captation amateur faite le 22 septembre 2023 au festival Louder Than Life au Kentucky. Dans ces deux petits extraits, je vais vous inviter à faire attention au public et donc aux actions du public. For the greater good, for the sisterhood, for the soul.
tout de suite, d'ailleurs j'aurais peut-être dû vous prévenir pour le volume, excusez-moi, on peut repérer un certain nombre d'éléments très intéressants. Alors le look métalleux ou festivalier des participants, ainsi que des pratiques très spectaculaires, très physiques de ce public, qui peuvent sembler étranges, surtout si, comme moi, quand on vient des études théâtrales, on prend comme point de comparaison le théâtre. En effet, au théâtre, une des données fondamentales et essentielles, c'est l'assise du spectateur. C'est-à-dire que le théâtre est fondé sur une division. Les uns jouent sur scène et les autres les regardent dans la salle et les écoutent attentivement. Écouter attentivement, ça veut dire être assis en silence. Et bien sûr, c'est pas du tout le cas dans les concerts de métal. Les métalleuses et les métalleux sont debout, ils crient, ils bougent, ils chahutent, ils boivent de l'alcool, ils prennent des photos, ils dansent. J'aimerais prendre un petit moment sur ces danses qui sont très intéressantes. Peut-être d'abord parce qu'elles sont rarement qualifiées ainsi, et deuxièmement parce qu'elles sont un des symboles, un des emblèmes les plus emblématiques de la culture métal. Alors, très souvent, elles sont aussi vues comme violentes, dangereuses, et effectivement, il y a des risques avec la pratique de ces danses. Mais il me semble qu'elles sont aussi plus complexes que les stéréotypes qu'on leur associe, et une étude un peu plus poussée permet de mettre en avant des éléments très intéressants pour comprendre le rôle du public dans les concerts. Alors, dans les deux extraits qu'on vient de voir, on a pu en voir plusieurs de ces pratiques. Euh, la première d'entre elles, le headbang, sans doute une des danses les plus iconiques de la culture métal, qui consiste à secouer sa tête sur le rythme de la musique, tout en mobilisant également le reste du corps. Une autre pratique essentielle, c'est celle du pogo, qui consiste à rebondir les uns contre les autres dans la fosse. Pour donner un peu une meilleure définition du pogo, j'aimerais citer un article paru dans Ethnologie française intitulé Pogoter n'est pas joué, punk, pogo et combat figuré de Luc Robin, Manuel Roux, je crois, pardon, et Solveig Serre, qui décrivent le pogo comme une danse frénétique faite de sauts, de chocs, de rebonds et de gestes plus ou moins bien contrôlés. Une confrontation entre les corps spontanément organisée au son des guitares et au rythme de la batterie, dans laquelle la lutte pour l'espace, pour la visibilité et pour le plaisir devient le moteur. Alors, cette définition, je la trouve très intéressante parce qu'elle montre bien les dynamiques principales du pogo euh, et surtout l'idée de plaisir. Parce que si on pogote, c'est pour profiter pleinement du concert. Le pogo ensuite a plusieurs variantes, comme le mosh pit, qui est, selon les définitions, parfois considéré comme une version un peu plus radicale du pogo, le circle pit, qui consiste à courir en cercle dans la fosse, ou encore des pratiques encore plus impressionnantes, comme le wall of death, littéralement le mur de la mort. Vous pouvez voir ici une capture d'écran d'un concert de Dagoba au Hellfest, où la fosse se sépare en deux groupes qui se positionnent face à face, et qui, au moment de la structure musicale du breakdown dans une chanson, les deux blocs vont foncer l'un sur l'autre pour générer un gigantesque pogo. Dernière pratique dont j'aimerais parler rapidement, on a vu dans l'extrait que j'ai passé le slam ou le crowd surfing, qui désigne le fait de se faire porter par la foule. Là encore, on retrouve un peu cette même idée que dans le pogo, où une fois en l'air, on cède complètement son agentivité à la foule qui nous porte. Le slam est donc fondé sur cette confiance à la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que en regardant un peu dans l'ensemble de ces pratiques, on voit que plusieurs éléments un peu paradoxaux apparaissent. Ces danses, elles semblent relever du geste spontané, désordonné. Simultanément, elles créent du lien, elles créent un peu cette colle de la communauté où on va faire collectif ensemble. Et simultanément, elles sont très chaotiques et elles créent un chaos. Et on pourrait donc penser, à nouveau en prenant le théâtre comme modèle, qu'elles nuisent à la réception du concert. En effet, par exemple, dans l'extrait, on a vu que certaines personnes tournaient complètement le dos à la scène. Marie-Madeleine Mervanroux, euh, dans son ouvrage L'assise du spectateur, note qu'au théâtre, si l'assistance se met à bouger, à s'exprimer, à tourner la tête, c'est qu'elle regarde moins ou moins bien. Et avec ces valeurs en tête, on pourrait penser qu'au concert de métal, on regarde très mal, on est très peu attentif. Mais dès qu'on adopte le regard et les valeurs du public métalleux, comme c'est le cas par exemple si on fait de l'observation participative, on constate que ces pratiques ne nuisent pas du tout au bon déroulement du concert. Alors, elles sont bienvenues, et en plus d'être bienvenues, elles sont sollicitées par le groupe. Pour voir cette idée de sollicitation, je vous propose de regarder à nouveau un autre petit extrait d'Avatar. Ça, c'est un extrait de la chanson Valley of Disease. La captation a été faite il y a seulement 10 jours à Orlando, en Floride.
mais c'est aussi, ça fait partie d'une tournée mondiale qui dure depuis environ un an. Et Avatar est passé par Paris en mars, j'étais au concert, donc j'ai vu exactement le même concert quelques mois plus tôt. Et j'avais pris des notes d'observation participative à ce moment-là. Donc sans plus tarder, je vous propose de visionner l'extrait, et à nouveau en faisant attention au public. Metalheads out there tonight! Well, this is a breakdown, so you know exactly what to do. It's time to open it up. Open it up. Open it up, Orlando. Spread it wide. Because we're gonna see Orlando's finest at your very ugliest. All right. Four, three, two, one. Ouais, ouais. Euh, Ce qui est intéressant avec cet extrait, c'est qu'on peut voir que la pratique du mosh pit ou du wall of death, là c'était pas très, c'est un peu difficile de voir si c'était un wall of death ou un mosh pit. En tout cas, je peux vous dire qu'à l'Olympia en mars, ça a été vraiment sous la forme d'un wall of death. Alors c'est une pratique qui est très chaotique, qui est très désordonnée, qui est non chorégraphiée et qui est improvisée. Et simultanément, comme on peut le voir, elle est parfaitement programmée dans le concert. C'est-à-dire que dans toute la tournée de 2023 d'Avatar, dans la setlist, la chanson Valley of Disease est toujours jouée, et lors du pont, on a ce sample électro en fond qui crée de la tension, et au moment du breakdown, le chanteur commande à la fosse de se séparer, et, euh, et le public s'exécute et fait un mosh pit ou un wall of death. Alors, il y a pas de captation du concert à l'Olympia, j'avais fait une transcription à ce moment-là de ce qui s'était dit, et on peut voir que le texte du chanteur qui l'adresse à la foule est même complètement identique. On a juste Paris au lieu de Orlando, et le public s'exécute tout de suite. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est que, avec cet exemple, c'est que derrière l'aspect fulgurant et violent de ces pratiques, on peut donc voir qu'elles s'insèrent dans un cadre, dans un horizon d'attente dramaturgique. Euh, Alexis Montbellet a écrit un article dans Société intitulé La musique métal, des éclats de religion et une liturgie, pour pardon, j'ai perdu le titre, pour une compréhension sociologique des concerts de métal comme rite contemporain. Il note que le pogo, qui apparaît relevé du désordre le plus complet, est de fait, et je cite, une expression comportementale codifiée, un simulacre de compétition, qui est ritualisé et qui est encadré par des règles tacites. Et ce contexte rituel, il est très intéressant parce que dans ce contexte, loin d'être des marques d'inattention, de désordre, les pratiques du public métal constituent en fait un mode d'écoute spécifique au concert. Danser, crier sont les premières manifestations de ce mode d'écoute, car la danse est un outil rythmique qui permet de ressentir et de répliquer physiquement la cadence de la musique. Et aussi car danser, c'est pas seulement bouger sur de la musique, mais c'est aussi en dire quelque chose, pour paraphraser Simon Thries dans Performing Rights. L'auteur, Simon Thries, il décrit la danse comme une manière d'interpréter, d'articuler le sens profond de la musique. Ainsi, la violence symbolique des danses métal, elle fait sens car le métal, c'est une musique amplifiée qui génère un spectacle excessif, puissant, et il va donc de soi que son mode d'écoute se manifeste tout aussi excessivement. Ainsi, le headbang, le pogo et toutes ces pratiques deviennent une manière de faire sens, de manifester son attention à ce qu'il se passe sur scène, et ce faisant de faire communauté. Et c'est quelque chose qu'à nouveau Luc Robben, Manuel Roux et Solveig Vexer montrent dans leur article. Et je cite, il apparaît clairement que le pogo joue un rôle clé dans la structuration des rapports sociaux, la négociation des appartenances. La pratique du pogo est en outre redoublée par un ensemble de mises en scène corporelles dans lesquelles les danseurs jouent entre eux, défient l'équilibre au premier sens du terme, pyramide humaine, défient symboliquement le public, pratique codifiée d'initiés, et éventuellement le groupe sur scène, création d'un spectacle concurrent dans la salle, sur la base de ces défis chorégraphiés en allant parfois jusqu'à transgresser
et renverser les rôles d'artistes et de spectateurs. Cet article et cette citation y mettent, à mon sens, le doigt sur un élément essentiel. Ces pratiques métal, elles relèvent donc de fonctions rituelles, de fonctions sociales, mais elles jouent également un rôle spectaculaire. Elles sont intégrées dans la dramaturgie des concerts. Et maintenant, je vous propose qu'on regarde ce rôle dramaturgique de plus près. Donc j'ai une deuxième partie qui sera la dernière. Il s'agira de se demander un petit peu à quel degré ou comment le public participe au déroulement du spectacle. Donc, la première idée qui était donc dans la citation précédente, c'est qu'il y a un spectacle sur scène, mais il y a aussi un spectacle dans la fosse. Euh, je pense que la preuve la plus évidente de cette idée, c'est dans les captations de concerts. Parce que dans les captations, on filme systématiquement la scène et le public. Je vous propose de voir ça avec un dernier extrait, aussi d'Avatar, qui a été fait le 10 août 2019 au festival Alcatraz en Belgique. Et encore une fois, je vous recommande de faire attention aux actions du public. Alors, le procédé, on y est tellement habitué qu'il semble banal. La caméra fait du champ contre champ. On a la scène, le public, la scène, le public, avec parfois des plans serrés sur certains membres du public. Là, on a pu voir notamment certains membres du public maquillés à l'effigie du chanteur, ou aussi d'autres moments où la caméra dézoome et cadre la scène et la salle ensemble. Donc, c'est un choix de montage assez standard, et pourtant, c'est un choix fondamental. Car en filmant les réactions des spectateurs, on a un portrait en creux de la scène. Euh, Selon Simon Thries, toujours dans Performing Rights, les vidéos révèlent tout autant le sens de la musique dans les plans des personnes qui l'écoutent que dans les images des personnes qui la jouent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les fans agissent un petit peu comme un miroir. Prendre une métaphore plus sonore, le public a un pouvoir de réverbération, un effet acoustique de chambre d'écho. On peut même pousser cette idée plus loin parce que le mouvement de réverbération des spectateurs, il s'arrête pas à la salle, il n'est pas à sens unique. L'activité du public, c'est aussi une manière de nourrir la performance sur scène. C'est ce qu'affirme Bertrand Ricard dans son livre Rite, Code et Culture Rock. Il explique que l'audience décuple tout ce que la scène lui donne. Je cite, symétriquement aux prouesses des musiciens, s'engage dans la fosse un autre combat parallèle et symbolique. En redoublant d'intensité, les danses, les chants et les cris stimulent les groupes qui, en retour, se doivent de donner encore plus d'émotion au public. On retrouve donc cette idée du public comme une caisse de résonance qui augmenterait la puissance de la scène à la manière d'un instrument et d'un amplificateur, et les deux spectacles se nourrissent et s'amplifient l'un l'autre. Cependant, on peut émettre une petite critique à ce stade, c'est que dans cette relation d'amplification, on pourrait peut-être dire que le public est conditionné par la scène. Sa participation, elle est limitée par la trame musicale. Quand le chanteur exige du public un wall of death, le public fait un wall of death. Il ne peut pas vraiment faire autre chose. Pour reprendre la métaphore de l'amplificateur, un amplificateur de guitare électrique ne peut pas augmenter autre chose que le signal qu'il reçoit. C'est une idée qui me travaillait, et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de mener une interview avec le chanteur d'Avatar, Johannes Eckerström, et je l'ai interrogé sur cette relation entre la scène et la salle, et je lui ai demandé s'il pensait qu'il y avait une sorte de double spectacle lors des concerts de métal. Et il me répond, et il me corrige, et il dit, je pense plutôt qu'il y a 1 million de petits spectacles. Mon spectacle est différent de celui de John, le batteur. C'est une expérience de masse, et c'est aussi 1 million de mini-expériences à la fois. Et c'est aussi parce que la forme est plus ouverte, n'est-ce pas? C'est ce que les personnes font dans la salle. La personne qui slame, le mosh pitter, le gars qui boit un coup au bar, les gens qui font une sortie en couple ou les gens qui disent oh chérie, il joue notre chanson, allons aux toilettes et faisons des bébés. C'est parce qu'il y a toujours de l'espace pour interpréter personnellement que ça devient une expérience de masse. Je pense que dans les meilleurs concerts, c'est toujours le cas. Voilà, c'était une traduction libre de sa réponse qu'il m'a faite en anglais. Et ce qui est très intéressant dans cette réponse qu'il m'a faite, c'est que dans le reste de l'interview, les questions que je lui ai posées, dans les réponses qu'il me faisait, c'était toujours à peu près ce à quoi je m'attendais.
Mais quand il m'a répondu à cette question, je partais sur le postulat que le public, en allant au concert, devenait un petit peu ce groupe uniforme pour faire communauté. Et Johannes Eckerström me corrige et spécifiquement sur cette prémisse. Il propose un modèle alternatif fondé sur la multiplicité des attitudes et des pratiques spectatrices, qui rappelle finalement ce que j'ai dit un peu plus tôt sur le caractère non chorégraphié et chaotique des pratiques métal. La somme de ces réactions, elle crée une amplification, un effet de masse, mais il y a un saut qualitatif par rapport à notre modèle précédent. On passe d'une simple augmentation du volume, métaphoriquement, à une multiplication des sources sonores, un procédé de distorsion qui ne restitue pas fidèlement le son des musiciens, mais qui le sature, comme sous l'effet d'une pédale d'effet overdrive. Plutôt donc que la caisse de résonance, une autre métaphore métal me vient à l'esprit, j'aimerais vous la proposer, celle de l'effet Larsen. Un Larsen ou un feedback loop en anglais, c'est le phénomène de boucle rétroactive qui se produit quand on met un micro et un ampli juste à côté. C'est un phénomène qu'on essaye normalement d'éviter parce que ça crée un son très désagréable et ça peut potentiellement endommager le matériel. Mais depuis les années 60, des guitaristes, comme Jimi Hendrix par exemple, qui est un virtuose du Larsen, commencent à employer intentionnellement le feedback loop et le module pour exploiter sa texture sonore. Pour l'auteur Philip Brophy, le Larsen est toutefois plus qu'un phénomène acoustique ou même une innovation technique. Il symbolise, selon lui, une nouvelle relation entre les musiciens et le public. Selon lui, le Larsen est une métonymie du concert de rock. Le phénomène acoustique est une version microscopique de la boucle d'amplification qui se joue à un niveau macroscopique entre le groupe et le public. Alors, ça m'a donné envie de faire un petit schéma, donc je vais vous le proposer. On peut dresser un modèle de relation spectatorielle un peu plus précis où l'activité du public intervient en trois temps. En premier temps, donc, les spectateurs reçoivent l'énergie de la scène, puis ils emmagasinent et réagissent individuellement et collectivement à cette énergie. À cette étape, il se joue un phénomène d'interprétation individuelle qui génère un peu cette diffraction du signal, et simultanément, on a une conscience exacerbée du groupe qui se tisse, et sans nier pour autant l'individu et sa subjectivité. Et enfin, les spectateurs ayant donc canalisent cette énergie et la renvoient à la scène. La salle a agi comme une chambre d'amplification et de diffraction de l'énergie. Elle réverbère une version saturée, modifiée par la subjectivité à l'espace émetteur, et nourrit ainsi la performance du groupe, l'encourageant à redoubler de vivacité. Euh, le tout, on peut le décrire un peu comme une dramaturgie du Larsen, où on est à tour de rôle récepteur et émetteur. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ce modèle, les spectateurs, on se rend compte qu'ils sont tout aussi importants que les musiciens, et leur contribution, elle n'est pas facultative. Elle est nécessaire et elle est même décisive à la réussite du concert. Euh, Simon Thries, toujours dans Performing Rights, étudie la réponse du public dans les musiques populaires en tant que critère d'évaluation. Il affirme le succès d'une performance peut être, au final, seulement évalué par la réponse de l'audience. Une blague qui ne fait pas rire, une chanson qui ne suscite pas de réponse, sont de mauvaises performances par définition. Et en effet, un groupe comme Avatar aura beau effectuer une performance inouïe sur scène avec de la scénographie, de la pyrotechnie, les accords auront beau être nickel, le concert reste un échec complet si le public n'y participe pas activement. Cet échec, il porte un nom dans la musique populaire, l'expression dead crowd. La salle morte, elle est doublement redoutable parce que un public qui ne participe pas au rituel du concert fait planer bon, l'ombre d'un échec pour le groupe, mais aussi un échec de la fonction sociale du concert pour l'assemblée de spectateurs qui aura passé une très mauvaise soirée. Et à un niveau global, on peut donc dire que les concerts fonctionnent un peu sur une structure musicale de call and response, appel-réponse. Et les concerts nécessitent une réponse constante de la salle. Comme au concert, les artistes cèdent une partie de la partition vocale et rythmique au public, les spectateurs prennent alors un nouveau rôle crucial de musiciens qui ont la responsabilité ludique de jouer leur partie à eux. Leur partie qui va consister à crier, chanter, pogoter. Et cette activité musicale, chorégraphique, ludique du public, elle nous permet de repenser un petit peu son statut. Il n'est pas question d'une simple inclusion du public dans le concert, mais bel et bien d'une collaboration constitutive de la forme, une coopération où le public devient une communauté créatrice qui soutient le groupe, qui assiste à l'avènement du concert.
Cette dernière idée, elle me permet de conclure, et elle me permet de donner un peu un meilleur nom que public à l'assemblée des participants. Parce que public, c'est un terme qui charrie, je trouve, un bagage de notions très théâtrales et qui peut donc, avec un projet de thèse comme le mien, d'étudier le métal par les études théâtrales, très vite emmener le sujet vers des mauvaises directions et on peut vite faire des mauvaises interprétations du rôle du public ou de la dramaturgie. Je pense qu'il faudrait plutôt qualifier cette assemblée d'assistance, car en s'amusant, en chantant, en pogotant, les métalleuses et les métalleux soutiennent le groupe et permettent la réussite du concert. Alors, voilà. Cependant, il faut quand même adresser peut-être une critique à cette participation, parce que c'est une participation de l'assistance qui s'effectue toujours dans le même sens, dans un sens hégémonique, celui de la validation du rituel. Les participantes et les participants n'ont pas vraiment la possibilité de modifier le spectacle, comme je dis plus tôt. On peut aller dans le sens du spectacle, ne pas participer, mais autre chose, c'est un petit peu difficile. Alors, est-ce qu'il faudrait pour autant invalider l'idée de participation? Je ne pense pas, car il me semble que participer, ce n'est pas forcément chercher à changer la trame de la forme, à la forme du concert. C'est plutôt travailler à sa réussite, car c'est là que réside le plaisir. Pourquoi chercher à mettre en péril la scène? La validation du rituel, qui peut complètement passer par une concurrence ludique entre la scène et la salle, mais qui se termine toujours par une réunion, est bien plus épanouissante. Ici, j'aime bien pour cet argument faire une comparaison avec une autre forme populaire, le catch. Dans Le monde où l'on catch, Roland Barthes écrit que la fonction du catcheur, ce n'est pas de gagner, c'est d'accomplir exactement les gestes qu'on attend de lui. Et il me semble qu'il en va de même pour les concerts de métal. L'assistance, tout comme les musiciens, chante, danse, crie, hurle, car c'est ce qu'on attend d'elle, et c'est ce que les spectateurs attendent les uns des autres. Et c'est de cette manière-là que toutes et tous passeront la meilleure soirée possible. Cette assistance prêtée au groupe, elle permet, elle est, elle agit au plus profond de la forme concert, et elle permet de transformer la simple performance musicale en spectacle participatif. Donc, pour le mot de la fin, parce que je crois que je suis à la fin de mon temps, je pense que dans sa forme la plus élémentaire, la dramaturgie des concerts de métal, on peut la résumer comme un jeu sur cette relation ludique entre la scène et la salle, un jeu sur le fait de jouer ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté.